I'm home. Don't tell my mom, don't tell my dad, 'cause they would not understand. They've been too kind to me. I've tried. Comprendre l'Amérique d'aujourd'hui et de demain, c'est aussi accepter son passé. Un passé qui, jusqu'à ce jour, a été fait d'allées et venues de nouveaux nomades, tantôt vivant en phase avec ce territoire, tantôt se l'appropriant plus ou moins violemment, en y traçant des lignes et des routes éternelles qui, aujourd'hui, permettent à nous autres, nomades de passage un peu moins belliqueux, d'explorer confortablement ces vastes étendues, pleines de merveilles, comme ici, au parc national de Yosemite. And if there's a world outside, I want in. Mais cette notion de frontière et de propriété privée, amenée avec l'arrivée des premiers Européens, est étrangère à la façon dont ce continent fonctionne, dont les peuples premiers utilisaient le territoire et sa vie naturelle. On a voulu dompter ces terres abondantes et sauvages, tantôt dangereuses, tantôt accueillantes, peut-être par peur, peut-être par bêtise. Mais l'histoire est-elle forcément une affaire d'humains? N'est-elle pas aussi le mouvement de toutes ces choses simples mais vivantes de la nature? On a fait de certains de ces beaux endroits des parcs nationaux que les touristes peuvent visiter et parcourir comme dans un musée, mais au-delà de ce que les humains en ont fait, reste et demeure la grandeur et le mouvement des animaux, le mouvement des roches, des arbres, des pins, des cèdres, des sapins et autres séquoias. Il a fallu un parc pour les préserver, mais ils ont survécu malgré les nombreuses bêtises que les humains peuvent commettre lorsqu'ils vivent sans se parler entre eux, sans se parler à eux-mêmes. I've walked across, I've driven across, I flew across borders. Si je me trouve ici, c'est pour apprendre, comprendre tout cela, et non pas pour prendre, ni capturer, mettre en cage quoi que ce soit, hormis dans ma mémoire, par l'encre de mes mots, ou avec la lentille de ma caméra. So don't ask me now, please stop asking. Do your thing, do your thing. I've walked across, I've driven across. This land is your land, this land is my land, chantait Woody Guthrie. Allons donc voir ce grand bout de pays qui peut être sombre et parmi les plus beaux du monde à la fois. And everywhere people are known to be different, but not different than me. But not different than me. Pas si loin du Canada. Cet arbre, il fait 100 mètres de hauteur et environ 15 mètres de circonférence. C'est incroyable.
On se trouve dans la forêt des géants, sur l'avenue des géants. Alors on vient de passer de la côte pacifique à plus dans l'intérieur des terres du nord de la Californie. Et ici c'est la terre des séquoias et des pins rouges comme on les appelle. Et c'est encore plus luxuriant, des forêts incroyables. C'est très drôle de passer de l'océan à ces montagnes-là qui abritent ces forêts. Imaginez quand ils sont tombés ces arbres, le bruit qu'il y a dû avoir. Il y a un livre de Robert Lanza qui s'appelle Le biocentrisme. Et dedans, il parle d'un concept assez intéressant. Et voir ces grands arbres tomber et ces immenses forêts, ça m'a fait penser à ça. C'est est-ce que quand un arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a personne autour pour être témoin, est-ce que cela produit un bruit? Et en voyant ces immenses troncs par terre, ces arbres cassés, je les imaginais en train de tomber et le bruit que ça ferait. Mais est-ce qu'en fait, il y a eu un bruit si personne n'était là pour l'entendre? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Regarde ce coyote. When this one turns about 7, they'll be around 2,500 pounds. Everything you see the crew's doing has been designed so that The respect will there, prevent yeah. So the crews you'll never hear the crews talking in a pen. Right. That's why all of these signs. We just don't want them to get comfortable around using voices. Yeah. If they become habituated, we can't release them. Pire que les prédateurs, tous les déchets qui sont dangereux pour les otaries. Alors on se trouve au refuge des mammifères marins de San Francisco et c'est un endroit assez particulier, c'est un endroit privé, mais où beaucoup des sauvetages, des lions de mer, des éléphants de mer, de tous les otaries, où tout ça s'effectue. C'est très silencieux et en fait tout ça c'est fait pour que les otaries et tous les éléphants de mer et tous les mammifères marins ne s'habituent pas aux humains pour qu'ensuite ils retournent à la mer. Après avoir secouru une otarie ou un mammifère marin, ils vont lui mettre un tag et le tag va parfois être aussi une façon de géolocaliser. Alors derrière ces portes, ils sont en train de faire une autopsie. Alors je ne vais pas vous montrer, mais beaucoup d'otaries et de lions de mer meurent de l'acide domoïque, qui est un acide qu'on retrouve dans les algues, et ça affecte le cerveau et ça les fait être désorientés. Et donc beaucoup de plus en plus meurent de cela, et également de cancer. Donc ici, c'est là où ils font les analyses, et derrière là, il y a toute une salle d'opération. Donc je vous épargne les détails, mais c'est vraiment très intéressant. Voilà une petite journée au centre des mammifères. C'est pas un zoo. Faut pas croire que vous allez aller dans un endroit où vous allez toucher les animaux, parce que justement,
le centre de recherche fait tout pour ne pas habituer les otaries et tous les mammifères qu'il sauve, pour qu'ils ne s'habituent pas aux humains, afin que quand ils retourneront dans l'océan, ils restent, ils demeurent des animaux sauvages. Et ça, c'est très très intéressant, cette manière d'approcher le sauvetage animalier. En tout cas. Alors super. Après les lions, après les serpents, avant les ours, voici les requins. Au bout de ce chemin de terre et de cette route du littoral californien, il y a une randonnée où je veux vous amener et qui vaut vraiment le détour si un jour vous passez par là. Ce n'est pas un parc national où tout est aménagé et contrôlé. Au contraire, c'est un petit point caché, sauvage. Ce coin s'appelle Palomarin ou Palomarin. Je disais dans une vidéo que la meilleure façon de s'introduire à une région, c'est par la randonnée. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ici, on est à la frontière entre la Californie du Sud et la Californie du Nord, ce qui donne des écosystèmes et un habitat assez unique où on retrouve un avant-goût du Nord-Ouest Pacifique, aussi appelé Pacific Northwest, qui nous attend dans les prochains mois, et la clémence hivernale de la Californie du Sud. En sortant de mon van d'ailleurs, je suis assez surpris par la température. On est début février à ce moment-là, et je ressens pour la première fois une chaleur printanière, voire estivale, assez surprenante pour le nordiste que je suis. Alors, je viens de voir un lynx. Oh, ici, il y a une trace ici. Une nouvelle fois. Ah, turkey sandwich. Hey, nous on était tout là-bas. Là où il y a les surfeurs. Et qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. Mais ouais, ça donne un bon avant-goût de ce Pacifique, de cette côte Pacifique, avec d'un côté l'océan et de l'autre des forêts de pins, des forêts de séquoia de l'autre côté et des gros chats.
Fucking hell. Cliff! Et sérieusement, là. Je dois vous avouer que c'est assez récent ce que je fais de ramasser presque intégralement tous les déchets que je trouve. Avant, je le faisais juste de temps en temps. Mais là, depuis, je sais pas, quelques mois, j'ai vraiment commencé à tout ramasser parce que j'ai réalisé que si moi je le fais pas, si tout le monde a la même mentalité que j'avais, que oh, quelqu'un va le ramasser, ben, personne va le faire. Donc il faut bien que quelqu'un le fasse. Et certains disent oh, mais c'est donner une raison à ceux qui le font de continuer à le faire parce qu'on ramasse derrière eux. En fait, c'est pas nécessairement pour les humains qu'on fait ça, c'est pas mal pour les animaux aussi. Vous vous souvenez, la dernière fois, on était au centre des mammifères marins et on a vu tous les déchets qui sont la cause de beaucoup de blessures, de morts et d'extinction de certaines espèces. Et donc, c'est pas mal pour ça aussi qu'on le fait. C'est pour ne pas laisser de traces dans notre environnement, avoir le moins d'impact possible. Ça commence aussi par là, puis c'est quelque chose qui est pas compliqué à faire. Donc si vous le faites pas, vous pouvez le faire aussi. Regardez, il y a un beau piano. On est dans la vallée de Napa, au vignoble de Stags Leaf. Il y a une histoire très particulière parce que c'est le vin d'ici qui a mis un peu cet endroit et le vin californien au goût du jour dans les années 70, en 1976. Il y a eu une dégustation à l'aveugle et les vins californiens, dont celui-là, ont été numéro 1, 2, 3, en rouge et en blanc. Et je trouvais que c'était vraiment comme assez insolite pour venir visiter cet endroit. Alors aujourd'hui, la vallée de Napa, c'est un endroit ultra touristique et leurs vins sont reconnus quand même vraiment parmi les meilleurs au monde, grâce notamment à, il y a 40 ans, ce fameux événement qui a mis ces vins au goût du monde entier. Et bien, on va goûter le fameux vin, je m'indulge ce petit luxe, on va goûter ce fameux vin qui a rendu les vins californiens à la mode. Donc allons-y. Alors celui-là, il est à 300 $.
Ce soir, des petits ronds de polenta avec de l'ail, du romarin, une petite sauce marinara et un petit peu de parmesan avec le vin californien. C'est pas le vin à 300$, mais pour un Cabernet Sauvignon, il est pas si mauvais. C'est bon la polenta, avec un petit verre de rouge. Je suis à 2 pas en fait ici des restaurants ultra chers de la Napa Valley. De tous les restos chics, la moindre assiette est à 50$. Et nous, pas besoin de dépenser des fortunes. Juste à se stationner quelque part et on peut se faire des soupers de roi chez soi. Mais n'importe où. Si après ça, vous n'êtes pas convaincu d'essayer la vie en van, je ne sais pas quoi vous dire. Le spot de ce soir. Waouh! J'ai fait l'erreur hier d'arriver de nuit et je suis un peu dans le sable mouillé. Et là, moi, ce que je pense qu'on va avancer jusque par-dessus la flaque et on va analyser le terrain. Bon, on est au sec, donc finalement on s'en est bien sorti. J'avais un peu peur de rester bloqué là dans ces sables mouvants. Donc on va déjeuner et on va aller sur la plage. On va voir cette plage, parce que je suis curieux de voir à quoi elle ressemble.
Hi. I was talking to Bob and he told me Do you want fish from me? Yeah, because apparently no one has fish anymore here. It's pretty lean, yeah. It's like a rockfish. Oh, okay. It's more like rockfish, More right? like- Well, I like the fatty, but I'm interested in tasting new things. I think that's like perfect for fish tacos. It just kind of depends on what you want to make, you know. Ah, c'est pour ça que j'aime ces petites aventures. Je recherchais, je me suis dit, on est proche de l'océan et il y a plusieurs ports de pêche autour d'ici. Ce serait peut-être le moment de chercher du poisson et des fruits de mer qui viennent d'ici et de se faire un petit souper local. Je suis allé à un endroit et en fait tout était fermé. Et là, quelqu'un au port me dit, enfin port, il y a 3 bateaux, quelqu'un me dit, va voir Bob. Alors je suis comme, ok, je vais voir Bob. Alors je monte les escaliers, je rentre, je vais chez Bob. Là, Bob, il me dit, moi j'ai rien en ce moment comme poisson. Parce que là, c'est pas de la poissonnerie, là, c'est vraiment genre aux pêcheurs que, dépendamment de leurs arrivages et tout ça. Donc il me raconte un peu beaucoup ce qui se passe dans leur région. Et là, il me dit, mais par contre, il y a des filles, elles ont un bateau, puis elles ont beaucoup de poissons, puis elles font les marchés locaux et elles font aussi à la comment, c'est quoi le mot pour à la ruée? Non, vous avez le mot, vous savez de quoi je veux parler. Donc là, je vais la voir, je suis comme, alors Bob, il m'a dit est-ce que c'est toi? Il a dit comme, oui, c'est moi. Et en fait, c'est un groupe de filles, elles sont toutes très jeunes, elles s'appellent les Seafood Princess et elles ont vraiment tout le meilleur poisson de la région. Et il faut vraiment juste connaître, il faut vraiment être local pour savoir qu'est-ce qu'elles ont et où les trouver. Et en fait, le timing a été tellement bon qu'au moment où je suis descendu, il était 4h de l'après-midi, à peu près 3h30, c'est le moment où elle rentrait et le bateau amarrait. Donc ça fait que à la tombée du camion, tombée du bateau, j'ai pu me prendre des petits filets. Ce soir, on va se faire un petit repas poisson local et j'ai bien hâte de goûter le poisson de la Californie du Nord. Donc voilà l'histoire et on se revoit ce soir pour le souper et je pense que je vais pas durer longtemps, je pense que dans 1h30 je suis prêt à manger et il est 4h30 en ce moment. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est chercher un endroit pour passer cette petite soirée, préférablement et probablement le long de la côte. Donc, en tout cas, à tantôt. Oh, je pense que c'est une belle vue ça. Avec notre petit poisson ce soir, j'ai pas encore décidé trop ce que je vais faire, mais nous avons un vin, le Gewürztraminer, qui est un vin biodynamique. Ah non, celui-là c'est juste bio, un vin bio qui sont des amis à l'endroit où je suis resté faire du woofing. Voici comment on mange un citron en Californie.
Chichi. 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 En travaillant la terre, on peut réaliser que l'humain a en lui une prédisposition pour préparer ce qui le nourrira. Pelleter, porter, piocher, toucher. J'ai été si loin de toutes ces activités pendant tant d'années, et pourtant, c'est comme si j'avais toujours fait cela. Et c'est à la ferme biodynamique de Daniel dans le comté d'Amador en Californie que j'ai réalisé à quel point il est naturel pour nous de coexister avec la nature, qu'elle soit sauvage ou exploitée avec respect. Il y a quelque chose de très reposant dans désherber. Je sais pas pourquoi. Ce moment-là dans ma vie en van est un moment charnière, parce que ces gestes et ces routines à la ferme, qui me paraissaient si incongrus par le passé, sont devenus comme une partie de moi-même. C'est ici qu'une partie de ma vie nouvelle commence. Alterner nomadisme et travail de la terre est devenu essentiel à ma santé physique et mentale, essentiel à mon bonheur. C'est ici qu'on va préparer les graines. Ici, on a mis des poivrons. Poivrons rouges, poivrons orange, poivrons géants, poivrons longs, enfin en tout cas, plein de sortes de poivrons. En plus d'être une agriculture biologique et qui respecte les sols, la biodynamie permet d'être en phase avec les cycles, les lunes, les mouvements. Mais toutes ces préparations, tous ces cycles à suivre, tout ce temps passé à préparer la terre, n'est pas seulement ésotérique ou lunaire. C'est aussi une manière pour nous de respecter mieux cette terre qui nous nourrit, de comprendre que tout est vivant. C'est une relation privilégiée que l'agriculteur peut entretenir avec son sol. Saviez-vous que les fleurs de roquette, moi je le savais pas, ça se mange et c'est extrêmement bon. Et la roquette aussi, ça se mange. Alors la roquette, quand on la ramasse, on cherche les feuilles les plus sombres. Je suis pas quelqu'un de salade, mais la roquette c'est quand même bon. C'est ma première pluie depuis très très longtemps, je pense depuis novembre. C'est vraiment bizarre. Je sais plus ce que c'est la pluie. Qu'est-ce qu'on fait? On sort sous la pluie, un chat et l'eau. On teste ça. Allez, on y va, on y va, on y va. Viens. La biodynamie encourage l'agriculteur à suivre son instinct dans sa relation avec sa terre. Et au lieu d'exploiter seulement dans un sens les champs et les récoltes, il faut apprendre à nourrir ce qui nous nourrit. Nice. Donc on a notre poisson local et notre vin local. Je pense que c'est la soirée régionale de la région de Mendocino. Ça va être bon avec notre poisson, ça. Donc, je pense que je vais faire une sorte de tacos mis avec... On va voir, je sais pas en fait.
voyez, c'est simple, il suffit d'aller au port, de faire un tour, de poser quelques questions, vous trouvez quelqu'un, un pêcheur de la journée. Prenez un petit vin de la région qui vient pas de loin, qui vient exactement en fait de la même région. Au bruit des vagues, vous buvez votre vin et vous faites votre propre petite bouffe. C'est exquis. Je vais vous éviter les bruits, c'est trop bon. Oh my god, c'est trop bon. Je pense que je vais en faire un deuxième. Bon, et si on jouait de la musique ce soir après ce repas? Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite chanson. Les chansons, ce qui arrive, c'est je les improvise en fait. Ça vient de la base, je connais un peu les accords que je vais utiliser. Quelques mots, quelques phrases qui sont des chansons que j'ai écrites et que je me souviens pas par cœur du tout. Et après, ben, pendant 4 minutes, j'improvise autour de ça. Donc parfois, c'est un peu imparfait, mais c'est pour ça que je partageais pas tant ce que je faisais en termes de musique. Mais à la fois, ben, la vie c'est être imparfait, donc, donc voilà, je partage de plus en plus des chansons parce que moi j'ai beaucoup de plaisir à le faire, mais pour l'instant je vais juste finir mon poisson. Donc ben, le nord de la Californie, autant quand j'étais au sud de la Californie j'ai eu des petites mauvaises impressions, là au nord de la Californie c'est ce vin est super bon. Alright, bon appétit. And I tried 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 and I tried. Every day I look around to see if you're here. Every night I'll turn around in my bed. Maybe I am alone, but I'm gray alone. I'm gray also when you're with me. And I'll be patient and you will see. Forêt nationale, non, dans le parc national de Redwood pour une petite randonnée. Ici, il y a beaucoup de wapitis, des ours et des lions, plein de choses. Et il y a des immenses séquoias.
perdu de vue, mais il est vraiment pas loin. Il faut pas s'approcher, il faut vraiment pas déranger. Parce que c'est un peu comme toi t'es en train de manger tranquillement, il y a quelqu'un qui te poursuit. Il est ici. Oh my god. Je pensais une femelle. Une petite vache. Wow. Elle s'en fout un peu de moi. Ici, on est dans une région protégée, donc il n'y a pas vraiment de chasse. Donc, ils sont assez pépères, les animaux ici. Ce qui les rend un peu moins alertes. Bon, il est un peu avant 3 heures. Et on arrive à la fin de la rando. J'ai mis moins de temps que je pensais, donc c'est une bonne chose. Et à l'endroit où je suis stationné, il y a un camping du parc national. Il y a des douches, je crois. La douche d'après rando, c'est la meilleure douche, surtout quand je peux la faire durer parce que c'est dans un camping. Une journée pluvieuse, ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Passer la journée à faire un peu de travail sur l'ordinateur, regarder un film, lire des livres. Et tout ça pour dire que voici le dernier jour en Californie et demain on s'en va en Oregon. Regardez ces gros nuages noirs. Et on dit bye bye aux vagues du Pacifique californien. Bye bye. Bye bye. Bienvenue en Oregon.
fois-ci un temps vraiment typique du nord-ouest Pacifique, avec des nuages, de la pluie, de la grêle, des grosses vagues dehors. Et on se trouve toujours sur la route 101. Alors moi j'ai pris les petites routes. Prendre les petites routes, ça aide vraiment à profiter et à redéfinir sa conception du temps, à apprendre à prendre le temps. Et la plupart des belles vues se trouvent au détour de ces petites routes. Donc moi ce que j'ai fait depuis San Francisco, c'est littéralement toute la côte. Donc j'ai tout traversé la côte californienne et je suis arrivé en Oregon aujourd'hui. Et les routes sont très pluvieuses, donc c'est assez dangereux, il faut quand même bien être prudent. Et c'est fou comment passer la frontière, tout d'un coup on arrive dans des endroits brumeux avec beaucoup de sapins. Le Pacifique, c'est vraiment tous les clichés que j'avais de l'Oregon, en fait, je les ai en quelques heures. Donc ouais, les petites routes, c'est vraiment le truc à faire. Ça aide à juste ne pas penser à la destination et se concentrer sur le moment présent. Et quand on est dans un long voyage, parfois on va avoir trop tendance à penser à c'est quoi l'étape d'après, ce qui peut venir un peu à l'encontre de l'instant présent et de là où on se trouve. Donc, de prendre les petites routes, d'aller plus lentement, de s'arrêter. C'est là où on peut prendre conscience de la profondeur d'un voyage. Donc voilà. On est à Cape Sebastian. On va chercher un petit endroit pour boondocker. J'ai pas remarqué qu'il y avait de la neige sur les cimes. Oh, il faut retourner le pancake. Temps pluvieux, pancake délicieux. Hier pour la nuit, on est allé se mettre sur le bord d'une rivière avec plein de galets. Et il a plu toute la nuit, du tonnerre et tout ça. Puis j'avais pas réalisé qu'avec la pluie, il y aurait encore plus d'eau. Et hier, c'était assez tricky d'arriver ici. Mais là, il faut passer dans les grosses flaques. Ah. La Flowmobile devient un bateau. J'aime pas ça passer dans les flaques parce que tu sais pas dans quoi tu peux te bloquer. Bon, l'avantage ici c'est que c'est pas mal juste des galets. C'était pas le meilleur spot. Je pensais venir rester, puis finalement j'avais pas un mauvais feeling, mais je me sentais pas si bien ici à cet endroit. Je pensais que j'allais rester plusieurs jours et explorer un peu, mais finalement on va continuer à monter la côte de l'Oregon. De toute façon, il pleut. Bon, il y a plein de choses qu'on peut faire quand il pleut, mais on va en profiter pour faire un peu de route prudemment et voir l'océan Pacifique sous la pluie. C'est assez typique. Donc, on va continuer le périple.
L'Oregon, c'est un peu comme le nord de la Californie. C'est très tranquille, très sauvage et encore plus reposant. Trouver des endroits de boondocking peut être un peu délicat aujourd'hui car les villages côtiers interdisent pas mal le stationnement de nuit, mais la plupart du temps on trouve toujours des solutions dans l'intérieur des terres ou en dehors des municipalités et des endroits où on peut se retrouver tranquille, où il est possible de se déplacer et de vivre dans des endroits extraordinaires pendant 1 jour, 2 jours, 7 jours, en dehors de parcs nationaux comme celui-là où l'on s'en va maintenant, dans les dunes de l'Oregon. On se trouve dans le monument national des dunes d'Oregon avec une vue splendide. Ici, c'est la région du crabe. Donc aujourd'hui, nous allons manger du crabe. Il a été très gentil, le monsieur, il me l'a déjà préparé, alors que moi je comptais, j'aime bien mettre les mains à la pâte, mais il les a déjà... On a une petite mayo à l'huile de coco. Je vais essayer, je connaissais pas. Nos chips au vinaigre et au sel. Et je pense qu'il reste juste à manger. Alors qu'on entend les vagues au loin vers là-bas. Ce soir, on est sur un petit stationnement d'une zone de randonnée abandonnée. Avant ici, avant l'introduction de certaines plantes par les Européens au 19e siècle et au début du 20e, ici c'était un vrai oasis dans le sens où c'était des dunes avec beaucoup d'arbres et de forêts. Et donc c'était un écosystème très unique, presque unique au monde en fait. Et moi ce qui me frappe le plus, c'est dans tous ces endroits comment l'homme a marqué de son empreinte les écosystèmes et comment en fait aujourd'hui finalement l'homme est rendu à avoir la tâche de préserver ces écosystèmes, ces mêmes écosystèmes qu'il a transformés. Mais donc c'est pas un oasis, c'est un vrai petit écosystème ici.
derrière moi ici, il y a des centaines et des centaines de lions de mer et d'éléphants de mer. Et au début, je marchais, puis j'entends ouin, 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 puis je suis comme, je sais pas trop d'où ça vient ce bruit. Je regarde autour, je regarde avec les jumelles. Et ce sont nos amis les lions de mer qui font leur sieste matinale et on va essayer de les voir d'un peu plus près avec les jumelles. Ce qui est très intéressant avec les lions de mer, c'est qu'en fait, les femelles avec leurs enfants restent toute l'année, toute leur vie en Californie, mais les mâles viennent pendant l'hiver en Oregon. Et c'est comme s'ils se faisaient une sorte de camp d'hiver avec que des gars. Et ensuite, tous les mecs, ils reviennent en Californie et ensuite ils repartent. Et je dois dire que c'est drôle parce qu'ils aboient comme des chiens plus ou moins. C'est comme un mélange entre un chien et une baleine. Can I keep going on this? Yes, you can. Oh, okay. We just have a seal on the far side. Did he get lost? He actually has been up here since yesterday. He was by the volleyball court. Oh, really? He came up here. Ils ont réussi à le remettre sur la plage. Le seul problème maintenant, c'est que cet éléphant de mer est sûrement perdu. Donc il faut qu'il retrouve sa famille, en fait, là où on était. Et là où on était, c'est à peu près à 5 km ici, là-bas. Pauvre petit. On va espérer qu'il va se remettre et qu'il va retrouver sa famille. C'est la dure loi de la nature. Vous vous souvenez quand on était à San Francisco, on a vu le refuge des mammifères marins. Et en fait, ce qui est peut-être probable, c'est que cet éléphant de mer a aussi le problème de l'acide domoïque qui rend les éléphants de mer et les lions de mer perdus dans l'océan. Et donc lui, c'est un petit puppy de quelques semaines, quelques mois. Dans quelques années, ça fera 2 tonnes et demie. Et je suis pas sûr que ce petit malheureux va s'en sortir parce que il a déjà perdu 2 fois sa maman. Et là, ça fait la 2e fois qu'il est remonté sur la route. Donc ça se peut qu'il était perdu. Mais parfois, la nature, elle reprend son cours. Donc je pense aussi ce qui est arrivé, c'est que le ranger, le policier, était un peu tanné d'attendre, donc il a voulu un peu faire avancer les choses et bouger l'éléphant de mer, ce qui l'a un peu choqué, mais en même temps, c'est la dure réalité de quand la nature rencontre les humains et la route, et la dure réalité de l'océan. J'oublie que je suis un touriste parce que chaque fois, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette envie de participer et d'aller aider. À un moment, quand ils partaient, il fallait faire la circulation et tout ça. Et puis là, je commençais à vouloir en faire partie de leur groupe de sauvetage. Et après, j'ai réalisé, ah non, en fait, je suis juste un touriste avec une caméra. Ils vont me dire quelque chose si je fais trop de mouvements. Mais
Mais tout ça, ça donne envie parfois de juste changer de carrière et d'être ranger dans un parc national ou dans une région naturelle. So if you get back on the highway, like you're gonna go towards Seaside or Portland, you'll merge. Je viens de me faire virer par la police. Alors je viens de me réveiller. On est à Cannon Beach, il est 6h du matin et on va changer de spot parce qu'ils annoncent aujourd'hui et demain des vents à 100 km/h et plus. Et ça fait 2 ou 3 rafales que là c'est vraiment beaucoup trop intense. Alors que je suis même pas proche de la plage, j'ai juste ici, je suis dans la ville en fait, je suis dans le stationnement municipal. La plage est de l'autre côté, là-bas. Je suis encore en pyjama et on va prendre la route pour quelques secondes, dans quelques minutes, et on va essayer de se trouver un stationnement. On entre dans la petite ville de Cannon Beach. Et là, il y a un stationnement, je sais pas s'il est bien abrité. Peut-être qu'il y en a un autre qui sera mieux abrité. Non, il est pas très bien abrité. Donc là, on est couvert. J'espère que ce sera correct. So if you get back on the highway, like you're gonna go towards Seaside or Portland, you'll merge. It's just right up the road right Awesome, there. I'll do that. All right, Well, thank you. thank you. Je viens de me faire virer par la police. Il est 11h du soir et dans la pluie, j'ai un knock-knock à la porte. Je t'avais passé une super journée, tranquillo. J'ai adoré cette petite ville, mais là malheureusement, bon, c'est la loi. Le gars était pas méchant, mais il aurait quand même pu me laisser cette nuit ici. La réalité du boondocking, c'est que parfois, eh bien, on prend un risque et ça arrive que, ben, voilà, ça arrive. Bon, c'est pas grave. C'est juste qu'il faut que je reprenne la route. Là, il est 11h, j'avais vraiment pas le goût de prendre la route. Et en plus, j'ai cuisiné des pâtes au vin blanc. Donc ça fait que ça sentait le vin blanc à l'intérieur du véhicule. Alors le policier m'a quand même indiqué un endroit
où je pouvais m'arrêter à peu près à 5 minutes de là où j'étais. Mais c'est ça, hein, quand les policiers ils ont pas beaucoup de choses à faire, ben, en général ils s'occupent d'appliquer la loi du parking de nuit. Ah! Franchement, j'embêtais personne en plus. J'embêtais vraiment personne et ça pue un peu de se faire jeter comme ça, mais bon, c'est la vie, c'est la règle du jeu. Je comprends pas en fait l'idée de, il y a un stationnement, je peux m'y mettre. Moi je m'étale pas quand je fais du boondocking. Le boondocking c'est vraiment ne pas s'étaler. Et j'ai juste besoin d'être à l'intérieur de mon véhicule. Pourquoi je peux pas stationner là? Ça c'est quelque chose que je comprends pas vraiment et qui parfois me met un peu en rogne. On est à la pointe de l'Oregon, vraiment à la frontière entre l'Oregon et Washington, donc le dernier état avant le retour au Canada. Et aujourd'hui, on va faire du vélo. Voici des wapitis. Il y a un gros mâle et il est avec son harem. Magnifique, c'est vraiment magnifique. Nous voici à la pointe de l'Oregon, la pointe nord-ouest. De l'autre côté de l'océan, enfin de la rivière, de l'embouchure du Pacifique, c'est l'État de Washington, notre dernier État avant de revenir au Canada. C'est vraiment... on vient de voir les wapitis, qui sont très très gros ceux-là. Ça fait du bien de reprendre le vélo, là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé. On flotte quand on est en vélo, c'est avec la nature, c'est un sentiment très, très cool. Donc voilà, on est arrivé. J'ai rien d'autre à dire. Gently down the stream, gently down the stream.
Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, vous connaissez peut-être pas ma passion pour les baleines. Et ici on est côté Pacifique, donc pas sur le fleuve Saint-Laurent, mais sur la côte ouest. Et c'est un paradis, là où je me trouve en ce moment, pour les baleines. On se trouve dans une sorte d'alcôve, en fait, où il y a beaucoup de différentes espèces. Et elles sont toutes assez loin, mais j'ai les jumelles. Et c'est assez incroyable de les voir vraiment faire comme ça, puis avoir le jet qui sort et elle qui rentre et sort de l'eau. J'essaie de prendre des vidéos, mais c'est pas évident parce qu'avec le zoom, c'est très shaky, puis elle rentre, elle sort et après elle redescend, donc c'est pas évident, mais je dois vous dire que c'est une de mes occupations favorites de regarder les baleines. Je vous conseillerais de le faire, soit si vous allez sur la côte ouest ou même au Québec, le long du Saint-Laurent, sur la côte nord ou en Gaspésie. Ou en Nouvelle-Écosse ou n'importe où. C'est vraiment une des occupations, de mes occupations préférées. Et là, pendant que je parle, il y en a sûrement beaucoup qui sont sortis, rentrés. Donc je vais retourner à mon occupation principale qui est de regarder les baleines. Pour observer les baleines, je vous conseillerais d'avoir un trépied avec des jumelles, soit 10 par 42 ou 8 par 42. Et beaucoup de patience. Et en fait de choisir une zone où on voit la ligne d'horizon et de scruter lentement, de faire une sorte de plan latéral comme ça. Après, une fois que vous avez vu un jet, la baleine, elle peut faire des kilomètres et vous pouvez ne plus la revoir. Hein. Donc c'est vraiment c'est un peu comme regarder une étoile filante en fait, observer les baleines. Il y a quelque chose de très reposant dans cette attente de quelque chose qui va peut-être venir, qui va peut-être pas venir, qui va peut-être être différent de ce qu'on attendait. Et on se concentre pendant... C'est un peu comme de la méditation en fait. C'est se concentrer sur l'instant présent. Et on pense à plein de choses, et à la fin on pense à rien. Que dit la baleine quand on la chatouille? C'est assez, puis elle se cache à l'eau. Ce soir, nous, on reste à ce petit arrêt devant les baleines. Donc, on va dormir avec les baleines d'une certaine manière. Quand je vous dis qu'avoir un camper, c'est comme avoir un chalet portable. Voici notre jardin et voici notre vue. Portland. Alors moi, Portland, je connaissais cette ville que par l'intermédiaire de l'émission Portlandia, qui était une série qui se moquait un peu des hipsters et des bobos de cette ville, tout en lui rendant hommage. Et donc je me suis dit, même si j'ai pas vu beaucoup de villes dans ce voyage, je pouvais pas manquer l'occasion d'aller explorer Portland. Donc aujourd'hui, c'est Portland.
Washington est connu pour ses livres usagés. Donc nous, on va chercher des livres aujourd'hui. Dans l'état de Washington. J'ai conduit un peu en dehors de Portland, un bon 2 heures. J'ai cherché un endroit de camping sauvage toute la soirée et là-haut il y avait beaucoup de neige. Je suis vers le mont Sainte-Hélène qui est en fait un volcan. Je pensais qu'on allait pouvoir trouver des petits spots de camping parce qu'on a quand même eu de la neige. Vous vous souvenez, au Nouveau-Mexique, il y avait des bonnes couches de neige. Mais en fait, en même pas 20 minutes, je me suis retrouvé vraiment en haut des glaciers. En fait, c'était un volcan qui a érupté en 1980 et a fait 50 morts et des centaines d'animaux qui ont été tués par en fait cette éruption soudaine. Et alors que personne ne se doutait que c'était un volcan en activité. Donc en fait, dans le fond, ce volcan pourrait ce soir-là entrer en activité. Mais finalement, ouais, il y a beaucoup de neige. On n'est pas si haut en altitude, enfin je pensais. Mais ouais, on est vers l'intérieur en fait de l'État de Washington. Je réalise qu'au bout de tous ces mois et même de ces années passées sur la route, j'ai été porté vers ce moment, à cet endroit précis, à ce temps passé à découvrir ce qui est vraiment important pour moi. Le woofing permet de stimuler 3 éléments essentiels à une vie heureuse. Accomplir des choses difficiles et vraies, se sentir utile et responsable, et faire partie d'une deuxième famille aux intentions communes. Les chèvres m'ont appelé, et je suis allé vers elles. D'après ce qu'on dit, ce sont les animaux les plus anciens avec qui l'homme a travaillé main dans la main. Peut-être est-ce parce que les chèvres ont des personnalités très uniques et une psychologie qui les rend attachantes et intelligentes. Les chèvres savent lire à travers nous, elles savent percevoir les frustrations et répondent à la sérénité.
Elles sont aussi curieuses et souvent menées par leur sens très aigu des nouvelles saveurs. It really looks like an oil painting. En face du mont Rainier dans l'État de Washington, tous les matins je sais pourquoi je me lève, sans vraiment savoir à quoi m'attendre. T'es une maman! Peut-être qu'une chèvre a mis bas. Que se passera-t-il pendant que nous trairons? Qui aura le plus d'attention aujourd'hui? Les chèvres? Les chiens? Les canards vont-ils mettre du temps à rentrer à l'intérieur? Tous les soirs en allant me coucher, après une journée d'émotions pures, de moments ridiculement simples et vrais, je sais pourquoi je fais tout cela. Même s'il est difficile pour moi d'y mettre les mots. Regardez cette vue. Et ce n'est pas que des animaux que j'apprends. Nous jouons de la musique, nous lisons des livres, nous explorons du pays, et nous vendons le lait et les œufs au marché. Je critique souvent les villes, mais j'ai pris conscience que sans les villes, une ferme ne peut pas vraiment exister et durer. Sans ceux qui sont prêts à payer le prix de consciemment bien se nourrir, un fermier ne peut pas vivre de ce qu'il fait. Et c'est ainsi que l'on s'éveille. Chaque jour, cultiver son sens de la difficulté, sa curiosité pour des nouvelles choses, essayer d'être meilleur demain. Même si demain sera pareil qu'hier, demain m'apprendra 1000 choses nouvelles. Et si on avait seulement besoin de ça?